Bonjour à tous, nous sommes jeudi matin, il est 8h30. Vous êtes un peu habitués maintenant, vous êtes sur la page Facebook du CJD et vous savez que tous les mardis et tous les jeudis matins depuis le début du confinement, on fait un live solidarité CJD. L'idée, c'est de vous donner des informations, de vous aider à trouver comment diriger votre entreprise en ces temps extrêmement compliqués. C'est difficile aujourd'hui, vous avez des salariés qui sont peut-être en télétravail, d'autres qui ne travaillent pas du tout, d'autres qui travaillent sur site et qui sont un peu la peur au ventre quand ils vont travailler. C'est donc compliqué pour vous et pour vos collaborateurs. Et donc, le CJD essaie tous les mardis et tous les jeudis de vous donner de l'information et de réfléchir avec vous. Ce matin, on va parler d'un sujet qui vous concerne tous, c'est comment est-ce que je peux, pourquoi et comment je peux réinterroger mon activité en temps de crise. Est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que dans ce moment de tempête, est-ce que c'est le moment pour me reposer des questions sur mon activité, mon organisation, mon projet? Alors oui, on pense qu'il y a des choses à faire en ce moment, en ce moment présent, et c'est donc ce dont on va parler pendant 1 heure, jusqu'à 9h30. Vous pouvez liker cette page sur Facebook, vous pouvez poser des questions, vous pouvez sur les commentaires nous poser des questions qu'on prendra en direct, et vous pourrez évidemment faire regarder à certains de vos proches cette émission en replay quand elle sera terminée sur le coup de 9h30 tout à l'heure. Je vous présente tout de suite nos trois invités, un professeur d'université, un consultant et un dirigeant d'entreprise qui est le dernier fabricant de biscottes artisanales en France. Ils vont se présenter tout de suite. On va commencer avec toi, Arnaud. Où est-ce que tu te trouves et qu'est-ce que tu fais, dans la vie? Alors, bonjour. Moi, je suis à Quiberon. J'ai fait 25 ans de projet dans pas mal de domaines. Ma principale compétence, c'est des projets plutôt stratégiques au niveau des entreprises, travailler avec des COMEX en France et à l'international. Et ma plus belle expérience, ça a été d'être dirigeant d'une PME, dirigeant actionnaire, qui m'a permis aussi d'intégrer deux conseils d'administration de TI. Et en fait, depuis 5 ans, je suis consultant. Mon focus, c'est la création de valeur avec en particulier la gestion des risques, l'innovation et le leadership. Alors, la création de valeur, la gestion des risques, je crois qu'on est dans un bon moment pour essayer de créer de la Oui. valeur et en tout cas pour gérer des risques. On aura l'occasion d'en parler avec toi, Arnaud. Sylvain, où est-ce que tu te trouves? Raconte-nous un peu. Oui, bonjour à vous tous. Eh bien, écoutez, je suis à côté de Périgueux, dans un petit village qui s'appelle Saint-Germain-du-Salambre. Et je suis seul dans les bureaux parce que mes collaborateurs sont en télétravail. J'ai quelques collaborateurs en bas en production. Et donc, j'ai une double casquette ce matin. J'interviens en tant que JD, jeune dirigeant de la section du Périgord et notamment membre du comité exécutif du CJD France. Et également, je dirige donc la biscotterie La Chanteracoise qui a 2 sites de production, toutes les deux dans le Périgord. Et donc, tu fabriques, c'est ce que je disais, tu as donc la dernière fabrique artisanale de biscottes en France. Et on a cette chance-là, effectivement, d'avoir un monopole sur un marché de niche qui est la biscotterie artisanale. Et nous sommes les derniers à fabriquer des biscottes artisanalement en France. Merci. Bonjour Didier, tu es professeur des universités à l'IAE Lyon 3. Où est-ce que tu te trouves? Raconte-nous un peu ce que tu fais, ce que tu enseignes comme professeur et d'abord, où est-ce que tu te trouves pendant ce confinement? Oui, bonjour. Eh bien, moi, je suis confiné dans la campagne lyonnaise. C'est un lieu relativement calme. Et dans la vie de tous les jours, eh bien, je suis professeur des universités en gestion des ressources humaines à l'IAE de Lyon, Université Lyon 3, et je suis plutôt spécialisé sur les problématiques d'accompagnement du changement. Et puis, j'accompagne également le CJD sur différentes expérimentations que le CJD peut conduire, notamment l'aventure Copernic et les vins virtuoses. Merci Didier, on va pouvoir en parler évidemment avec toi. On va commencer par un témoignage. Sylvain, tu vas nous raconter un peu la situation dans laquelle tu te trouves, parce qu'on va donc parler de comment est-ce que je peux réinterroger mon activité pendant ce temps de crise. C'est une question que tu te poses. Je sais que tu as normalement 47 salariés, tu en as plutôt actuellement 19 qui sont en production. C'est donc évidemment compliqué pour toi. Raconte-nous les questions que tu te poses et l'environnement qui est le tien en cette période de confinement. Effectivement, on fonctionne plutôt dans un mode dégradé actuellement et avec vraiment une demande assez soutenue parce que la consommation frugale, le consommons moins, le consommons mieux est une des tendances du confinement avec des circuits courts et un développement notamment des consommations en magasin bio. Donc, on a une forte demande et malgré tout, on arrive difficilement à y répondre parce que nos collaborateurs aujourd'hui sont
sont pour beaucoup des jeunes mamans avec une classe d'âge plutôt jeune. On a 31 ans de moyenne d'âge et ils sont plutôt confinés chez eux pour leur garde d'enfants. Et donc, on se retrouve à avoir finalement un savoir-faire très manuel qui est impacté par ce manque de main-d'œuvre finalement. Et donc, on ne peut pas faire face à la demande actuelle. Donc, c'est une vraie problématique parce que on ne peut pas produire tous les volumes qui nous sont demandés. Donc, on est obligé d'arbitrer et du coup, ça m'interroge sur comment éviter de se retrouver dans telle situation demain. Et en tous les cas, je me repose les questions de la vision, la stratégie de l'entreprise. Est-ce que les choix qui étaient plutôt judicieux jusqu'à présent se trouvent pas être des points de fragilité sur la pérennité de l'entreprise? Tu as donc aujourd'hui une activité qui est avec beaucoup de main-d'œuvre, une automatisation plutôt faible, et tu t'interroges sur la nécessité de maintenir ton outil de production tel quel. Ben oui, en fait, c'est une grosse interrogation. Aujourd'hui, on a des postes qui sont très chronophages. Et la grosse question que j'ai par rapport à ces postes-là, c'est que comme en ce moment, je ne peux pas les faire fonctionner normalement, c'est me poser la question d'en automatiser ou semi-automatiser certains. Un, pour faire monter mes collaborateurs en compétences. Deux, pour pouvoir produire dans ces temps un petit peu difficiles. Et puis aussi pour gagner en termes de confort de travail aussi pour les collaborateurs. Mais du coup, ça me pose une question parce qu'on va au-delà des valeurs que l'on prenait jusqu'à présent. Enfin, on sort des valeurs qu'on prenait jusqu'à présent, des valeurs plutôt sociales, sociétales, en mettant en avant effectivement une grosse force de savoir-faire manuel. Et est-ce que dans cette période, il y a eu des moments un peu de panique, de sidération, est-ce que tu t'es senti à certains moments un peu écrasé en te disant: «Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire là-dedans?» Est-ce que quand on est dirigeant comme toi, on passe par des phases, avec beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie? Est-ce qu'on est assez fluctuant dans son humeur et dans son état d'esprit? Ah oui, alors habituellement, on est plutôt en tant que dirigeant, d'ailleurs, ce qui est génial dans ce métier-là, c'est qu'on fait le yo-yo entre le «ouais, c'est génial» et puis «non, demain j'arrête». Mais là, c'est encore plus vrai dans ces temps, des temps de crise. On est, pour moi, mon quotidien aujourd'hui, c'est vraiment faire le tour des équipes et puis avoir un petit mot d'échange à chacun pour remonter finalement le moral de tout le monde. On est beaucoup à l'écoute par rapport à nos clients aussi parce qu'on ne peut pas les livrer correctement. Et on fait l'éponge en fait. Et donc, c'est très difficile d'avoir à porter tout le monde. Et on se pose effectivement beaucoup de questions. Et pour avoir beaucoup de jeunes dirigeants au téléphone très régulièrement, ces questions, c'est vraiment une généralité où on se pose la question du pourquoi j'entreprends, quelle est ma raison d'être finalement sur cette terre, qu'est-ce que je vais faire demain une fois que cette crise sera passée, est-ce que je vais continuer comme avant ou pas? C'est des vraies interrogations du quotidien. Ouais. Merci pour ce témoignage, Sylvain. Didier, on vient d'entendre il y a un côté waouh, on a beaucoup d'énergie, et puis à d'autres moments, on se dit, mais pourquoi j'entreprends, pourquoi je continue dans cette galère? J'imagine que dans ce moment de crise, c'est hyper difficile pour les dirigeants parce que on voit s'envoler plein de certitudes, on se pose plein de questions. Si on dirigeait bien sa boîte, on se dit, bah, elle va peut-être être balayée comme les autres, tout le travail que j'ai fait va servir à rien. Donc je pense qu'on doit pouvoir être assez découragé, sidéré. Est-ce qu'il faut tenir compte de son état d'esprit avant de se poser des questions sur comment je pourrais faire évoluer mon activité? Est-ce qu'il faut d'abord réfléchir à est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis bien dans ma tête? Est-ce que je suis en capacité de faire ce travail actuellement? Oui, il faut être prudent hein, dans des situations de changement radical comme celle que l'on vit actuellement et en particulier être très attentif à l'état d'esprit dans lequel on est. Il n'y a rien de plus dangereux que de prendre une décision sous l'effet de l'urgence ou de la panique quand tout bouge. Ces effets de sidération, on les connaît et il peut y avoir aussi, malheureusement aussi, un mécanisme de culpabilité qui apparaît. Le dirigeant peut aussi se dire: «Mais pourquoi j'agis pas en ce moment? Pourquoi je me sens incapable de prendre les bonnes décisions?» Et donc il faut que je bouge et que je fasse quelque chose. Or, parfois, c'est pas forcément la bonne solution. Parfois, la bonne solution dans une situation de changement radical, c'est justement de ne pas bouger. Quand vous avez une grosse tempête sur l'océan, la solution sage, c'est parfois de rester au port et d'attendre que la tempête passe. Sinon, il risque de se produire ce qu'on appelle parfois dans certains milieux le saut de Tarzan. C'est-à-dire que je passe d'une situation de diagnostic, de constat du changement immédiat,
à la définition d'un plan d'action immédiat et on se rend compte en fait que le plan d'action n'était pas adapté. Pas adapté à son entreprise, pas adapté à soi-même et pas adapté à la manière avec laquelle on peut mobiliser des ressources pour pouvoir le faire. Donc, je ne dis pas qu'il faut surtout rien faire dans ce cas-là, mais il faut surtout essayer de se poser la question de se dire où est-ce que j'en suis par rapport à ma capacité à engager l'action. Est-ce que moi, je suis prêt? Parce que si mon bateau est prêt, que mes collaborateurs sont prêts, mais que moi, ça ne va pas, parce que je n'ai pas la lucidité suffisante pour le faire, il vaut mieux attendre un petit peu, surtout que le confinement ne va pas non plus se dégager tout de suite. Bon. Donc, il y a vraiment un travail de prise de recul sur soi qui consiste à ne pas vouloir se précipiter parce que d'autres engageraient des décisions qui seraient extrêmement rapides. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est le moment de ne rien faire du tout, mais c'est peut-être l'occasion de prendre aussi du recul et de se poser pour revenir sur ses fondamentaux. Arnaud, entre se mettre sous la couette, rester sous la couette et faire le saut de Tarzan, tu confirmes que, bon, évidemment, probablement ni l'un ni l'autre n'est le bon, mais donc il faut réfléchir à son attitude, il faut s'écouter d'abord avant d'agir. Oui, tout à fait. C'est un point essentiel. Je rejoins le saut de Tarzan. Peut donner l'impression d'agir, mais généralement, les actions qui en découlent sont très rarement les bonnes. La première étape, je dirais, c'est au-delà de la mission et des valeurs de l'entreprise, de reprendre un peu de sérénité au niveau du dirigeant. Il y a des choses que le dirigeant peut contrôler, il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler. Ce qu'il ne peut pas contrôler, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter. Par contre, tout ce qui dépend du dirigeant, comme regarder sa trésorerie, regarder l'évolution des frais fixes en fonction justement de l'activité, de la présence des collaborateurs, ça va permettre notamment de réavoir des points d'appui pour se projeter plus tard et envisager éventuellement différents scénarios pour gérer cette crise, pour la préparer en sortie et puis pour redémarrer correctement en fait. Ça va donc redonner de la stabilité des points d'appui. En même temps, on peut se rendre compte, en faisant le point sur sa trésorerie, sur ses carnets de commandes, j'imagine qu'on peut se rendre compte qu'on a très peu de trésorerie, qu'on a un carnet de commandes qui est vide. Et donc, certes, on se réappuie, mais on se réappuie peut-être sur des éléments qui sont à la fois tangibles et un peu inquiétants. Donc, est-ce qu'il y aurait un risque à aller regarder ces fondamentaux parce qu'ils pourraient être très inquiétants? Alors, il vaut mieux voir le danger. Ne pas se poser ces questions-là. Les Américains disent cash is king. Dans cette période, il y a beaucoup d'articles d'ailleurs là-dessus. Le moteur de l'entreprise, dans ces moments de crise, c'est la trésorerie. Heureusement, il y a des modalités d'accompagnement aujourd'hui offertes par le gouvernement. Le tout, c'est de savoir les utiliser à bon escient. Ne pas se poser ces questions-là, c'est comme être à 200 à l'heure sur l'autoroute, dans le brouillard, en disant jusqu'ici tout va bien, quoi. Ça sera à un moment, ça se termine mal, et il vaut mieux voir les choses, ne serait-ce même que vis-à-vis des parties prenantes. Les parties prenantes que sont les collaborateurs, que sont éventuellement l'assureur et le banquier, sans compter aussi les fournisseurs et les clients. Les autres points d'appui que le dirigeant peut travailler, c'est aussi, je dirais, s'inquiéter de ses fournisseurs et de ses clients critiques. Il y a une façon très simple de le faire. Vous avez Google Alert. Vous mettez un mot-clé dessus, par exemple sur le nom de votre client, et tous les jours, vous allez avoir les 10 informations les plus pertinentes que Google va donner sur votre client ou sur votre fournisseur. Toujours pareil pour asseoir votre perception de votre environnement, en fait. Sylvain, dans ce moment compliqué, est-ce que tu as eu des moments comme ça où tu t'es dit: «Il faut absolument que je fasse quelque chose, il faut que ça bouge, il faut que je prenne une décision tout de suite» et comment tu as fait pour retrouver de la sérénité, du calme, si tu as eu comme ça un peu des bouffées d'angoisse et des bouffées d'agitation? Alors oui, alors pour dire il faut que ça bouge, il n'y a pas besoin de se dire il faut que ça bouge pour que ça bouge tout seul. Parce que la vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. Et d'ailleurs, c'est ce qui est d'ailleurs angoissant ou stressant. C'est-à-dire que il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, notamment sur une planification de production entre ceux qui vont être là, ceux qui vont pas être là. C'est en plus
chacun individuellement ne sait même pas s'il va être présent ou pas la semaine qui suit, que c'est une incertitude quotidienne. Donc, pour se rassurer, en tout cas, c'est aller effectivement, comme on disait, c'est se poser ces questions de points morts, se poser ces questions de trésorerie. En tout cas, moi, ce qui m'a fait du bien en disant, OK, même si on a 2 mois, 3 mois difficiles, globalement, l'entreprise est plutôt saine et on passera le cap. Ça ne sera pas forcément une super année, ça ne sera pas forcément miraculeux, mais on le passera. La difficulté, aujourd'hui, à mon sens, elle est plus dans l'accompagnement au changement quotidien. On a traditionnellement beaucoup de mal à faire échanger l'humain, l'homme en tout cas, est une réfraction, est plutôt réfractaire au changement. Et là, non seulement on est dans un accompagnement au changement, mais un accompagnement au changement d'une semaine sur l'autre et d'un jour sur l'autre. Donc, la vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. Et ça, effectivement, c'est difficile à faire admettre aux équipes, à faire comprendre aux équipes. Donc, il faut beaucoup communiquer avec elles au quotidien, en leur disant on ne sait pas tout, on essaye de faire au mieux, faites-nous confiance, on va vers le vrai, mais aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes qu'on ne peut pas. Donc, on a besoin de les rassurer tout en les accompagnant sur le changement, en communiquant. Donc, pour moi, c'est un des points de difficulté. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la solution pour être plus serein que ça sur le sujet, si ce n'est les accompagner. Donc, on a fait notamment une petite gazette en interne pour communiquer sous une trace papier pour qu'ils puissent aussi le lire à tête reposée. On essaye d'être beaucoup plus présent auprès des collaborateurs qu'on était auparavant. Ça aide, mais ce n'est pas miraculeux. Didier, quand on est dirigeant, j'imagine qu'on passe par des phases dans la période qu'on vit. Moi, j'imagine qu'on peut être d'abord sidéré, puis avoir probablement un sentiment d'injustice, vraiment de se dire mais c'est pas juste ce qui m'arrive, j'y suis pour rien, tout est en train d'être balayé alors que j'ai pris aucune mauvaise décision. Est-ce qu'il y a des phases comme ça et à partir de quel moment, dans quel état d'esprit on doit être pour être capable de réfléchir, de prendre de la hauteur et de prendre de bonnes décisions? Oui. Il y a un vieux principe stoïcien qui dit que face à l'adversité, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et donc, ce qui ne dépend pas de nous, il faut pouvoir le constater, l'évaluer, l'analyser et puis l'accepter. Et puis, il y a ce qui dépend de nous, c'est les leviers sur lesquels on peut agir. Et ce qui dépend de nous, c'est les leviers sur soi-même, mais aussi sur ses collaborateurs et sur son entreprise dans son ensemble. Il y a différentes phases qui se succèdent et qu'on ne peut pas squeezer en quelque sorte. C'est une chercheuse américaine, Elizabeth Kubler-Ross, qui a mis ça en évidence il y a déjà maintenant pas mal d'années et qui montre que au moment de l'annonce d'un changement radical, il faut aller sur la phase d'acceptation. Et puis, cette phase d'acceptation, elle va être très, très probablement accompagnée ensuite d'un moment de colère où on passe par une démarche de révolte. On se dit, mais c'est pas possible, tout ce que j'ai pu faire, là, c'est en train de s'écrouler. Bon, ces moments-là, il faut pouvoir les accepter et savoir que de toute façon, on ne peut pas les éviter, même si on peut faire preuve d'une grande sagesse ou qu'on sait que ce sont des éléments qu'on aimerait pouvoir mettre de côté. Et c'est seulement après ces étapes de sidération et de colère que quand l'énergie redescend un petit peu, qu'on peut passer à un moment de bilan. Et derrière le bilan, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quels sont mes fondamentaux. Et ces fondamentaux aujourd'hui, dans un contexte de changement permanent, c'est quoi? Ce n'est pas grand-chose. C'est les valeurs auxquelles je suis attaché, et c'est le long terme. Ça peut sembler paradoxal, mais dans une période de changement brutal, de changement radical, on est effectivement, comme l'évoquait Sylvain dans son témoignage, on fait du pilotage à la semaine, et c'est bien normal, c'est bien l'horizon temporel qu'il faut avoir, mais symétriquement, l'autre horizon temporel qu'il faut avoir, c'est bien sûr l'après. Et essayer de se dire, même si psychologiquement, ça peut sembler relativement absurde, mais quand tout ça sera derrière nous, si je me projette dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, pourquoi pas? Comment je peux l'imaginer, mon entreprise, dans 5 ans, après ce qu'on aura vécu? Mais ce qui est en fait l'horizon temporel qui n'est pas forcément le plus adéquat en ce moment, c'est le moyen terme. Parce qu'effectivement, comme on l'évoquait,
On ne sait pas ce qui va advenir d'ici 15 jours, d'ici un mois, d'ici 2 mois. Donc, à ce moment-là, on est dans une situation d'imprévisibilité radicale. Eh bien, il y a cette phase d'acceptation. Il y a un vrai problème, je crois, par rapport aux dirigeants qui veulent se rassurer. On veut parfois se rassurer en voulant tout prévoir. Alors, c'est bien compréhensible de vouloir tout prévoir, mais je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas Madame Irma. Vous faire croire qu'il va se passer telle et telle chose dans un mois, ça, c'est pas possible. On se raconte des histoires. Vous pouvez, pour vous rassurer, lire votre horoscope tous les matins, mais c'est pareil, c'est une illusion. Donc, le rappel à des fondamentaux de la réalité, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Mais il y a cette confusion-là qui est malheureusement très fréquente, qui consiste donc à mélanger l'imprévisible et l'imprévu. L'imprévu, c'était des choses qui nous tombent dessus, mais qu'on pouvait anticiper. Simplement, on n'a pas pris le temps, on n'avait pas analysé, on n'avait pas non plus de la bonne information pour pouvoir le faire. L'imprévisible, c'est quelque chose de complètement différent. C'est une situation d'instabilité par construction qui fait que quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille prévoir, de toute façon, l'avenir tel qu'il va se dessiner est à construire. Alors, c'est quelque chose qui peut être profondément anxiogène, mais c'est aussi une source de créativité et de renouveau qui est parfaitement incroyable. Parce que si on est dans un environnement qui est radicalement imprévisible, ça veut dire aussi qu'il y a des possibilités infinies pour inventer cet avenir qui s'offre à nous. Alors évidemment, ça peut créer de l'anxiété, mais ça permet aussi de favoriser aussi des démarches d'innovation, d'où de la nécessité vraiment importante, je crois, de pouvoir à la fois concilier le très court terme et le long terme, ce qui est une gymnastique intellectuelle qui n'est pas évidente, mais on est là aussi pour faire en sorte qu'il y ait des dirigeants apprenants, et il n'y a pas de souci, avec ça. Arnaud, est-ce qu'on est dans un bon moment? Est-ce que cette crise, est-ce qu'on peut en faire une forme d'opportunité pour se dire, bah, c'était pas prévu, c'était imprévisible, j'ai rien demandé, mais ça me tombe sur la tête, et donc je vais essayer de saisir cette opportunité pour en faire un moment de prise de recul, pour prendre de la hauteur sur ce que j'aime faire, ce que je sais faire. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Alors, évidemment, ça va. A priori, c'est le bon moment. Il y a des situations, il y a des entreprises qui sont dans de telles situations que je vais pas faire l'affront de dire que pour celle-là aussi, c'est une opportunité. Le fait est que depuis la crise 2008, beaucoup de dirigeants ont déjà mal vécu cette première crise et ont mis un peu le pied sur le frein, notamment en termes d'investissement et de choses comme ça. Il y a eu beaucoup d'attentes et depuis 2 ou 3 ans, le marché a repris et en fait, pour beaucoup, le business était quasi automatique. C'est-à-dire qu'il y avait une demande qui surpassait l'offre et donc les réflexions stratégiques, les réflexions d'investissement, les réflexions d'innovation ont été, je dirais, altérées. Je le vois bien dans mes interventions. Il y a beaucoup d'interventions qui tournent autour de mettre en place un portefeuille projet, des stratégies qui étaient un peu floues, on lançait plus ou moins beaucoup de projets, etc. La crise va révéler en fait cette absence de contrôle et de maîtrise de sa stratégie. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de dirigeants qui, en gros, se faisaient tirer par la demande de leurs clients et ils étaient le nez dans le guidon parce que, un peu par rapport à ce que disait Sylvain aujourd'hui, par manque de force de travail, on a une production à sortir, il faut que je sorte ma production. Et progressivement, le recul, on le perd, on se fait happer par les opérations et forcément, dans ce cas-là, quand une crise arrive, on n'a plus l'habitude de prendre le recul et on peut être en effet à ce moment-là complètement sidéré en disant mais je ne comprends pas, je travaille énormément et en fait je me trouve complètement démuni. Donc pour rebondir sur ce que disait Didier, en effet il y a des choses qui restent malgré tout des fondamentaux. Il y a les valeurs que vous voulez que votre entreprise véhicule. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est de savoir quelle est la mission de votre entreprise, pour aussi que ça reste un phare dans cette période où vous êtes en plein brouillard. C'est aussi un bon moment, justement, parce que là, vous allez avoir besoin de vous projeter pour vous reposer la question, quels sont mes différenciants par rapport à mes concurrents ?
où j'en suis de mes différents produits, quels sont ceux que je devrais arrêter, quels sont ceux que je devrais lancer, quels sont les projets que j'ai lancés. Et l'expérience montre que dans les périodes de crise, il y a un tri automatique qui se fait sur les projets. Bon, ceux qui sont quasi en phase d'être livrés, on va les commencer. Mais généralement, on va revoir tout le portefeuille projet. On va se demander, c'est assez bizarre, on va se demander, mais au fait, pourquoi on a lancé ce projet en fait? Parce qu'en fait, à quoi il sert? En quoi il est lié à notre stratégie? Mais au fait, c'est quoi notre stratégie? C'est quoi notre vision? Et en fait, c'est ça qui peut être surtout l'opportunité, c'est de revenir à des fondamentaux et reclarifier et se redonner une vision, en fait. Merci Arnaud. Sylvain, quand on fabrique de la biscotte dans ces moments-là et qu'on voit des soignants qui sont au front, des EHPAD en difficulté, il y a des métiers, on se dit, mais là, ce que font ces gens, ils ont une utilité sociale absolument dingue. Est-ce que quand on dirige une entreprise qui fabrique des biscottes, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, mais finalement, ça sert à quoi ce que je fais? Quelle est ma mission? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que ça a un sens, le travail que je fais? Oui, alors c'est une question qu'on s'est posée effectivement collectivement et on n'a pas tous les mêmes réponses aux produits de première nécessité. Pour certains, la biscotte est un produit de première nécessité puisque c'est une sorte c'est un pain de conservation. Et donc, c'est dans ces moments critiques ou de crise, c'est un produit qui s'achète en grand nombre. Donc, nous, la première action que l'on a fait, c'est on a recentré notre activité justement sur certaines catégories de biscottes. On a arrêté tout ce qu'on pouvait faire en parallèle, les toasts, les croûtons, les biscuits, qui sont des produits plus gourmands, plus festifs. Et on s'est recentré là-dessus. Pour autant, quand on en discute avec les collaborateurs, on n'est pas tous d'accord. Certains disent non, le produit de première cité, il n'y en a qu'un, c'est l'eau. C'est un petit peu plat, mais c'est comme ça. D'autres qui disent finalement, produit de première cité, ce n'est pas la biscotte simple, c'est la biscotte sans sel, sans sucre, sans sel, enfin, pour vraiment un produit de régime pour les personnes, presque l'alicament, le produit qui va être le produit simple. Pour d'autres, et ça c'est plutôt un retour client, ils nous disent non, mais vous avez une utilité parce que vous apportez du plaisir gustatif et dans ces moments de crise, on a besoin de consommer mieux, consommer moins et de prendre, en tout cas, de manger des produits gourmands. Donc, on a besoin d'avoir des biscottes au chocolat, des biscottes aux fruits, des biscottes au muesli pour se retrouver du plaisir finalement dans la consommation et dans notre quotidien. Donc, on n'a pas tous le curseur du produit de première nécessité au même niveau. Donc, et ce qui est assez troublant, c'est qu'en fonction de la période, on voit maintenant la crise dure, ces points changent. Effectivement, au début, on faisait 3 références en disant bah, c'est les produits essentiels. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui que on a envie d'autre chose, les consommateurs ont envie d'autre chose, et les urgences d'hier ne sont pas les urgences que l'on a aujourd'hui. Arnaud, tu voulais rebondir sur ce que vient de dire Sylvain. Oui, tout à fait. C'est aussi l'opportunité, cette période, de se reposer la question de quelle est la création de valeur de nos produits. Et on voit bien au travers de ce que vient de dire Sylvain que des choses dont on pensait par exemple comme étant je lance 3 produits puis ça va bien, sont remis en cause par cette crise. Il y a des aspirations, il y a des évaluations de la part des collaborateurs sur la création de valeur des produits qu'il faudrait continuer à faire dans cette période et d'autres qu'il faudrait arrêter. Et en fait, c'est aussi une vraie opportunité pour se reconnecter aussi à ses clients. Qu'est-ce qu'en fait les clients, en fait, pourquoi les clients achètent mes produits et pourquoi ce produit-là fonctionne, pourquoi celui-là ne fonctionne pas? Parce que de toute façon, cette crise va avoir un impact aussi sur la façon dont les gens vont appréhender comment ils consomment. Et pour moi, il est crucial de se reposer ces questions-là avant que la situation redevienne entre guillemets normale, si tant est qu'elle puisse redevenir normale, pour être dans de meilleures dispositions quand ça va redémarrer, pour recoller réellement aux attentes des clients et non pas se dire, de toute façon, les clients vont être exactement comme ceux que j'ai eus avant la crise. Donc, c'est là où il y a vraiment une opportunité aussi. Didier, sur cette question des attentes du marché et de ce qu'on peut apporter, on est dans un moment qui est hyper bousculé, c'est hyper chahuté. Est-ce que tu considères que c'est le bon moment pour interroger le marché, interroger ses clients, ou c'est d'abord le moment d'interroger ce qu'on sait faire, ses savoir-faire, son expertise et ce qu'on peut apporter au marché? Oui, la réponse aux attentes, c'est évidemment, quelque chose d'absolument nécessaire à court terme, parce que là, on est, dans le mode dépannage, on est dans le mode aussi où on est tous un petit peu les ambulances les uns des autres.
Mais à partir du moment où on est dans l'idée que fondamentalement l'offre et la demande vont changer, on se situe là dans une démarche où il faut peut-être revenir sur la capacité d'inventivité qu'on peut avoir. C'est-à-dire que répondre à se contenter de répondre à des attentes qui sont construites sur le passé et le présent peut aussi paradoxalement nous empêcher à penser le futur. Et donc, il peut être tout à fait opportun en ce moment d'essayer d'imaginer ce que pourrait être une nouvelle offre. Je crois qu'il y aurait un grand danger aujourd'hui à se réfugier dans une forme de mimétisme et de conformisme en se disant, bah, tiens, il y a quelque chose qui a toujours marché dans le passé, donc on va continuer et après tout, on va s'en sortir comme ça. Moi, je pense que ce n'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé la lampe à incandescence. Et qu'à un moment donné, bah, effectivement, quand on passe d'un monde à l'autre, il faut changer notre système de représentation tout en étant fidèle à nos valeurs. C'est notamment un petit peu ce qui est expérimenté dans le dispositif Copernic du CJD, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de construction d'un projet autour de l'entreprise par rapport à une invention de nouveaux services et de nouvelles compétences. Sauf qu'il y a un vrai problème, c'est que quand on est soumis à un changement radical, on a envie de se raccrocher à ce qu'on sait déjà faire. Et surtout, on va essayer de se rassurer en fixant des règles traditionnelles. Alors ça, en théorie, je suis désolé, hein, je suis universitaire, donc je reviens un peu aussi à mes fondamentaux, mais en théorie, on appelle ça de l'isomorphisme institutionnel. C'est-à-dire que finalement, tout le monde va avoir tendance à un moment à essayer de se copier mutuellement, ce qui arrive à terme à une forme de mimétisme généralisé. Sauf que, heureusement, on peut aussi un petit peu se libérer de ça. Alors, comment essayer de se libérer de ça pour justement favoriser son inventivité, sa créativité dans une période d'instabilité majeure comme celle que nous vivons? Bah, tout d'abord, il faut peut-être accepter de se libérer des règles. C'est-à-dire, quelles sont les règles, les habitudes qu'on a pu avoir dans notre entreprise, qu'on répliquait toujours sans trop se poser de questions, en se disant, bah oui, tiens, on faisait toujours comme ça parce que c'était la tradition. Bah, c'est peut-être le moment aussi de remettre sur la table ces règles qu'on n'interrogeait plus. Se focaliser, bien sûr, sur ses forces, sur ses talents, c'est absolument indispensable. Accepter l'adversité. Oui, on est dans un monde qui est hostile, mais il est hostile pour tout le monde là actuellement. Dans une situation plus tranquille comme celle qu'on pouvait connaître il y a encore quelques semaines, on pouvait toujours dire quand on avait du mal, bah ouais, mais c'est la faute à la concurrence, ils sont plus malhonnêtes que moi j'ai des valeurs, c'est pour ça que je suis moins bon. Ouais, ben là, on est tous un peu dans le même bain, donc ça peut pas fonctionner. Donc accepter l'adversité, c'est quelque chose d'important. Et puis, je crois qu'il y a la question aussi de la confiance en soi, de la confiance aussi en ses collaborateurs, oser remettre ça sur la table, en pouvant aussi, j'allais dire, oser s'affirmer soi-même comme dirigeant entrepreneur dans ce qu'on amène, dans la valeur qu'on peut proposer aujourd'hui dans la société, et puis et considérer qu'il y a tout à reconstruire et que, certes, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des secteurs qui actuellement sont évidemment beaucoup plus touchés que d'autres. Mais là, c'est un horizon qui peut s'ouvrir à long terme, qui est extrêmement important. Alors, peut-être le penser comment? Moi, je fais une hypothèse. C'est l'hypothèse qu'on est en train de passer d'une économie des biens à une économie des liens. Et c'est peut-être justement ça qu'il faudrait peut-être expérimenter, revisiter et reconstruire. Sylvain, sur cette question des automatismes, on a toujours fait comme ça, on ne réinterroge pas vraiment ces process et ces façons de travailler. Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir justement à ta façon, à votre façon de faire dans ton entreprise? Est-ce que tu as trouvé le temps et est-ce que c'est facile de le faire dans un moment où, par ailleurs, on se pose plein de questions sur comment produire, avec qui et comment livrer? Oui, alors c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et qu'on faisait déjà régulièrement dans l'entreprise, donc c'est encore plus facilité de le faire, maintenant. On a une petite équipe d'encadrement et c'est vrai qu'on se réunit, régulièrement. On a besoin de se soutenir. J'entends ce que disait Didier sur l'économie de lien, mais c'est, aussi l'économie de lien au sein même, de l'entreprise et donc on travaille en collectif sur ces points-là. En fait, ça nous a mis, en exergue plusieurs points. C'est,
en fait, on s'est aperçu que dans ces moments de crise, ça mettait en avant les points de fragilité de l'entreprise. Et ceux qui nous paraissaient effectivement des éléments forts, ça devenait presque des éléments faibles. Alors, on a commencé l'intervention par notre différenciation sur un travail de savoir-faire manuel, effectivement, qui aujourd'hui est un point de fragilité. Donc, on se posait la question comment y remédier. Donc, on disait l'automatisation, mais il y a d'autres sujets, hein, la diversification, la diversité, dans le cas, dans notre recrutement, pour éviter d'avoir des clones et des mini nous-mêmes. C'est également, ces points de fragilité nous renvoient aussi à des projets que l'on avait mis un petit peu sous le paillasson en disant « Ok, ça fait partie de notre vision, ça fait partie de notre stratégie ». Et je pense notamment à un magasin numérique, ça fait juste 2-3 ans qu'on en parle, on a fait des études, on a fait des audits, on se dit « Un jour, il faudra le faire », oui, effectivement. Et là, je me mords les doigts, je me dis « Mais pourquoi, Sylvain, on l'a pas lancé avant, quoi ?» Et Le magasin numérique, Sylvain, ça veut dire faire de la vente directe avec un site internet où moi, client, consommateur, je pourrais commander mes biscottes depuis Tourcoing pour être livré depuis la Dordogne? Oui, exactement. Ouais, c'est une vraie tendance. Alors, il faut faire attention effectivement comment on le met en place parce qu'on a nos clients, nos épiciers fins, nos magasins bio. Il ne faut pas leur faire de l'ombre, il ne faut pas leur faire concurrence, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur ce marché-là. En tout cas, je pense que c'est un des points sur lesquels on est aujourd'hui une certitude, c'est-à-dire qu'on a 2 boutiques en direct qu'on a fermées parce qu'on n'avait pas toutes les conditions qui étaient réunies pour les maintenir ouverts en sérénité. Et aujourd'hui, on aurait ce magasin virtuel, ça serait une vraie souplesse, en tout cas, de distribution. Donc là, ça nous apporte effectivement des certitudes sur des choses qui étaient déjà actées. Et puis ensuite, sur tout ce qui est incertain. Donc là, on travaille en comité de pilotage. Hein, donc on est 3-4 autour de la table et on travaille ensemble. L'idée, c'est d'échanger sur les différents scénarios qui peuvent en ressortir en termes de vision, en termes de stratégie. Et après, c'est là que prend la place du dirigeant même. C'est-à-dire qu'il doit, à un moment donné, dire « Ok, c'est vers ça qu'il faut aller. La vision, la stratégie, à moyen terme, à long terme, elle va être ici. Et ensuite, on revient sur du collectif. Et maintenant, comment on fait pour y aller ensemble ?» Et on déploie la vision, la stratégie au sein même de l'entreprise. Ah, Arnaud, tu avais envie de rebondir sur les… Sylvain parlait des éléments de fragilité et je sais Voilà. que tu avais envie de rebondir sur ce sujet-là. Voilà, je pense que je disais tout à l'heure, ce moment est particulier, il permet aux entreprises d'y voir plus clair, comme l'a dit Sylvain. C'est-à-dire que quand ça fonctionne bien, on a tendance à ne penser qu'on n'a que des points positifs dans son entreprise. Là, la crise arrive et je pense que c'est une excellente chose que d'être objectif par rapport à, comme l'a fait Sylvain, en disant, voilà, j'avais un projet d'e-commerce, on en parle depuis 3 ans et tout compte fait, je me demande aujourd'hui pourquoi je ne l'ai pas lancé. Ce qui montre bien que quand on est dirigeant et qu'on commence à être pris dans le court terme qui est de délivrer aux clients ce qu'on a prévu, éventuellement, on perd le recul pour anticiper et se projeter au-delà juste de ce que le marché nous pousse à faire. Donc, cette chose-là, on peut le faire avec un outil tout bête qui est très connu, qui est le SWOT. Regarder quelles sont les forces et les faiblesses qu'on a en interne et aussi regarder quelles sont les menaces et les opportunités qu'on peut aller chercher à l'extérieur. Ce qui était intéressant dans ce qu'a dit Sylvain, c'est que son mode de fonctionnement faisait qu'il avait déjà un comité de pilotage sur lequel il réfléchissait ensemble à des problématiques d'entreprise. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'éventuellement, il y a des COMEX ou des comités de direction dans lesquels les directions sont les unes contre les autres. C'est-à-dire que chaque direction essaye de pousser son projet, le projet marketing, le projet de site Internet, le projet de production, le projet, etc., etc. Et dans la période dans laquelle on est, ce qui est super important, c'est que cette fois-ci, le COMEX réfléchissent comme une entité unique où les gens du COMEX doivent mettre de côté en fait leurs intérêts liés à leur fonction, directeur commercial, directeur marketing, directeur des opérations, pour se mettre à la disposition de l'entreprise. Et donc, pour revenir sur ce que disait Sylvain, c'est super important dans ces moments-là de définir, quand on va travailler sur une orientation, sur une piste, de définir des critères pour évaluer les solutions qu'on va identifier, mais avant, pour éviter que si on a l'impression que c'est une bonne idée, qu'on va définir des critères qui vont nous conforter dans le fait que c'est la bonne. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Je vois souvent dans les situations d'urgence
des dirigeants qui se disent, bon, c'est mon rôle de décider, donc je vais réfléchir dans mon coin, je prends une décision, puis après, je vais dire, c'est ça qu'il faut faire parce que moi, je sais. Et là, on tombe dans des biais. Je recommande une excellente lecture. Vous tapez sur Google ou sur sur Internet, vous allez commettre une terrible erreur. Olivier Sibony, c'est un livre qui se lit très bien, qui est très pratique sur la prise de décision. Et qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que dans les périodes de crise, il faut avoir des fondamentaux, il faut définir des critères d'évaluation de la décision qu'on va prendre avant et travailler en collectif. C'est essentiel pour ne pas tomber dans des biais qui vont altérer la confiance des collaborateurs ou des parties prenantes à l'extérieur. Vous allez commettre une terrible erreur. Donc, vous regardez vous allez chez votre libraire. Enfin, il n'est pas ouvert. Alors, vous allez à la Fnac ou Amazon. Peut-être pas Amazon. Vous attendez un peu. Allez, peut-être. On a une question d'un internaute, Abigail Guérener, qui vous pose une question. Et alors, peut-être que d'ailleurs, vous ne saurez pas y répondre. Et peut-être que ce sera justement la bonne réponse. Je vous la pose à tous les trois. Et puis, vous me dites lequel d'entre vous a envie de réagir. Donc, cet internaute nous demande, d'après vous, y aurait-il un changement de mode de consommation ou de besoin? Est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Est-ce que c'est la question qu'un dirigeant doit se poser aujourd'hui? Sylvain. Cette question, je la trouve très intéressante parce que c'est une question que je me suis posée dès le premier jour du confinement. Et en fait, ce que je me dis, c'est que c'est une belle paire de jumelles qui nous est offerte pour voir le futur. Et on voit en fait dans ces périodes de tension, de crise, tout ce qui peut être le reflet de la consommation de demain. On voit l'économie circulaire, on voit la consommation du bio, on voit le développement du numérique. On voit tous ces points-là en fait qui apparaissent et qui finalement, je pense, enfin à mon sens, seront une évidence de l'économie de demain. À condition que la crise, à mon sens, est dure, parce que si elle s'arrête demain, je pense qu'on va vite revenir dans nos travers assez rapidement. Mais ce qu'on sentait pointer depuis quelques années déjà et qui montait en puissance, c'est vraiment accéléré avec cette crise sanitaire. Didier, sur cette question, y aurait-il un changement de mode de consommation ou de besoin? Est-ce que toi, si tu étais dirigeant, est-ce que c'est la question que tu te poserais aujourd'hui? La première question que tu te poserais en te disant, tiens, est-ce que mon modèle, est-ce que mon activité est adaptée par rapport à ces modes de consommation et ces besoins? Oui, c'est une bonne question, mais je la reformulerai peut-être un petit peu différemment j'allais dire, ne pas tomber dans une solution qui consisterait à dire c'est ça ou ça. Parce qu'en fait, derrière cette question, c'est en quoi ce que nous vivons est-il un changement de mode de consommation et de besoin? Parce que le mode de consommation, c'est la manière, c'est la forme, et le besoin va toucher plutôt à des éléments de fond. Et il y a probablement un petit peu les deux. Donc, moi, je rajouterais peut-être aussi pour mon entreprise aujourd'hui, en termes par rapport à mes clients, est-ce qu'aujourd'hui, la demande qui s'opère face à moi, est-ce que c'est effectivement une demande par rapport à la manière avec laquelle j'y réponds, donc un changement de mode de consommation, ou est-ce que c'est fondamentalement ce que je propose qui ne correspond plus au marché et qu'il faut que je modifie radicalement? Alors ça, on voit bien que ça correspond à un état d'esprit et que comme on le disait tout à l'heure, si on y réfléchit seul dans son coin sans confronter différents points de vue, on risque de prendre la mauvaise solution. Donc, moi, je reformulerai la question en disant en quoi finalement, dans ce qu'on fait, nous, dans notre entreprise, ce qui relève donc de la consommation d'une part, enfin de la manière de consommer d'une part, d'autre part, en quoi le besoin lui-même est modifié. Et cette question, on se la pose tous ensemble au niveau des parties prenantes de l'entreprise. C'est aussi une autre manière d'expérimenter un nouveau modèle d'entreprise. Le CJD le travail dans le cadre des vins virtuoses, mais moi, ce que j'entends un petit peu là derrière cette question et derrière le témoignage qu'on peut avoir, c'est qu'on est en train de passer d'une société du savoir, où finalement, il s'agissait d'avoir de l'information un peu avant les autres, donc on galopait, vers aujourd'hui une société qui est plutôt apprenante, hein, et qui consiste donc plutôt à co-construire. Donc, on n'est pas dans j'allais dire, la bascule à réaliser, c'est de passer d'une approche où il faudrait aller choper la bonne information pour pouvoir produire
le bon service ou le bon produit en fonction d'une demande qui nous aurait été révélée, à une démarche où la société apprend, chemin faisant, ce dont elle a besoin et ce vers quoi, elle peut aller de manière raisonnable. Parce que je crois qu'on est aussi en train tous là de prendre une grande leçon qui est la leçon de la démesure. À vouloir toujours tenter plus, on a peut-être un petit peu oublié que la démarche qualitative, la valeur fondamentale que l'on pouvait apporter devait peut-être être remise au centre du jeu. Et même si ça doit faire mal, bah, ça sera probablement salvateur. Arnaud, quand on se pose des questions comme cet internaute ou d'autres questions un peu fondamentales, est-ce qu'on doit se les poser tout seul sur son canapé avec son petit carnet? Est-ce qu'on peut réfléchir en vase clos, en huis clos, tout seul? Alors, la réponse est pour moi évidente, c'est non. On peut essayer d'identifier des sujets qu'il faut travailler, mais après, toujours pareil, on a les avantages de nos défauts, les défauts de nos qualités. Donc, on peut être très bon, par exemple, pour être analytique, mais généralement, les gens qui sont très analytiques ont de la difficulté à faire de la créativité, etc., etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de ce qui concerne son entreprise, de ce qui peut concerner son rôle de dirigeant, et après, amener les sujets et faire travailler. Je reviens sur un point qui était tout à l'heure que Sylvain a dit. Oui, moi j'ai des difficultés parce que ma planification, je la faisais quasiment un mois à l'avance et aujourd'hui, il faut quasi que je fasse une planification à la journée. Eh ben, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, les modes de consommation, les besoins des clients, on ne sait pas ce qu'ils vont être. Ça dépend tellement de la durée de cette crise, ça dépend tellement de la sensibilité à la crise des clients qu'on passe dans un domaine qui est de l'inconnu et qui est proche d'ailleurs de celui de l'innovation. La plupart des innovations qui échouent, c'est parce qu'on veut vérifier qu'une idée qu'on a eue était la bonne. J'ai une question de Benoît Bodino, internaute, qui nous demande c'est quoi les vins virtuoses? Voilà, est-ce que tu l'as évoqué effectivement, Didier? Tu n'as pas précisé ce que c'était que ces vins virtuoses. C'est quoi une entreprise virtuose et c'est quoi les vins virtuoses? Oui, les vins virtuoses, c'est une expérimentation qui est conduite au CJD actuellement avec donc 20 entrepreneurs qui ont décidé de se retrouver, de faire un pari fou et d'expérimenter justement des modèles alternatifs, pour pouvoir imaginer et surtout expérimenter ce que pourrait être l'entreprise et surtout la PME de demain. Donc, c'est une démarche qui est en cours. Elle s'est faite avant le confinement. Donc, et l'idée consistait donc à essayer de se dire, mais quels sont ces quelques fondamentaux? Donc là, c'est en cours, donc je ne peux pas tout dire, mais il y a quand même cette idée de la maturité, maturité individuelle et maturité de groupe qui ressort. C'est-à-dire que pour être comment dire, le virtuose, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son instrument, donc ça suppose énormément de travail, mais ce travail, on ne le voit plus. C'est-à-dire qu'il est devenu transparent. Autrement dit, la virtuosité, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel, ce n'est pas un don, mais par contre, c'est du travail qui est capable de valoriser votre don. Alors après, au niveau d'une entreprise, se pose la question de la virtuosité de l'entreprise et pas simplement d'un entrepreneur. Et donc là, on revient à ce qu'évoquait Arnaud, c'est comment on peut faire en sorte que collectivement, on devienne effectivement, j'allais dire, on puisse faire une œuvre collective. Et dans cette représentation-là, il y a probablement quelques abandons à effectuer. L'idée, par exemple, que l'entreprise, c'est quelque chose qui se pense de manière immuable, dans des murs bien donnés, dans un espace donné. Ben, vous voyez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que l'entreprise et le collectif qui est lié à une entreprise, il peut se penser et il peut s'activer en dehors de 4 murs. Il peut se penser sur un... C'est-à-dire qu'il nous amène à repenser l'idée qu'on se fait du local et du rapport aux autres dans un espace-temps. Mais la question de la virtuosité aussi, c'est de se dire qu'une entreprise, c'est peut-être pas une institution classique, mais ça doit être pensé comme un flux. Et si finalement une entreprise virtuose, c'était une entreprise qui
passer du temps à établir et à restituer des liens, comme on peut être sur le flux d'une rivière. On se laisse porter par rapport à la pente, on s'adapte en fonction du terrain qu'on rencontre, mais surtout, on pense à faire des pauses sur des ports d'attache. Alors, qu'est-ce que c'est que les ports d'attache dans une entreprise? C'est ces fameux fondamentaux. C'est les points sur lesquels on peut s'accrocher, on peut s'arrêter, alors que pendant ce temps-là, tout continue de bouger. Et si on n'est pas très au clair sur ces îlots de stabilité, c'est un petit peu comme ça que je les appellerais, on risque de se laisser porter au fil de l'eau et de ne plus justement être le pilote de son bateau. Et là, c'est là où il peut y avoir un danger. Mais je crois que dans quelques mois, on aura des résultats à communiquer de manière beaucoup plus précise. Il faudra suivre l'actualité du CJD. Sylvain, pilote de bateau dans ton entreprise, tu nous as dit donc que tu réfléchissais avec quelques cadres de ton entreprise. Est-ce que tu considères que tu n'es pas le pilote, mais qu'il y a des pilotes? Et est-ce qu'il y aurait un danger en étant collectif? Ça pourrait donner l'impression que tu ne sais pas où tu vas, que tu n'es pas le patron, que ce n'est pas toi le capitaine parce que tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a un danger à être collectif et en donnant l'impression que peut-être on n'a pas la solution soi-même en tant que dirigeant? Non, je pense que c'est une qualité d'ailleurs, être pilote, c'est peut-être pas forcément être capitaine. On peut être capitaine et laisser la barre, hein. Euh, J'adore le bateau et je trouve que la similitude entre un bateau et une entreprise est assez similaire, assez proche en termes de travail en collectif. Je pense que chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, chacun peut apporter sa valeur ajoutée par rapport à l'entreprise. Après, je pense que la posture du dirigeant doit être de la prise de recul et effectivement de faire un consensus et faire… J'aimais bien la virtuosité qui était décrite par Didier dans le côté virtuose et le côté presque chef d'orchestre. Et pour moi, un chef d'entreprise, c'est presque un chef d'orchestre qui va faire jouer un petit peu chacun avec son instrument de mesure. Je pense qu'à un moment donné, la vraie capacité d'un dirigeant, ça va être de prendre des décisions. Et je pense qu'il doit être à l'écoute de l'ensemble des éléments qui remontent et effectivement d'appuyer effectivement la stratégie. En fait, le capitaine, ce n'est pas lui qui forcément pilote, par contre, c'est lui qui dit c'est là-bas qu'il faut aller, c'est vers ce port-là qu'il faut aller et comment on s'organise pour y aller. Et je pense qu'il y a un aller-retour entre le collectif, l'individuel, le collectif qui est, à mon sens, intéressant et qui apporte de la posture aux dirigeants et qui fait, à mon sens, un bon dirigeant. Je ne sais pas s'il y a des bons et mauvais dirigeants, mais en tout cas, la bonne posture du dirigeant. Arnaud, sur cette question de la prise de décision et du cap à tenir, est-ce que dans le moment qu'on vit, qui est un moment totalement chahuté, est-ce qu'il y a un cap et un seul cap à trouver? Est-ce qu'il y a une décision à prendre et une seule décision à prendre? Ou est-ce que il faut naviguer un peu davantage avec plus d'incertitude dans ce monde très incertain? Alors, pour reprendre tes termes, il faut envisager l'étendue des possibles, en fait. On voit bien que on ne sait pas où on sera dans un mois, on ne sait pas où on sera dans une semaine. Donc, essayer de vouloir se mettre sur des rails, c'est la meilleure façon de se bloquer les écoutilles et de ne plus voir que la mer est en train de se former, que le vent a changé de sens et qu'à un moment, au lieu d'avancer, on va reculer. Donc, dans cette période, j'aurais tendance à dire que pour revenir sur ce qu'on a dit, il faut avoir des fondamentaux forts, les valeurs, la mission. Il faut être à l'écoute. Et surtout, ce qui va être important quand on va prendre une décision, c'est de noter les hypothèses sur lesquelles on a pris ces décisions. Parce que comme si on se concentre uniquement sur la décision, on ne va pas se rendre compte qu'il y a une des hypothèses essentielles sur lesquelles on a basé la décision qui a changé. Et en fait, il va falloir, c'est ce que je dis souvent, il va falloir avoir cette fois-ci un portefeuille de scénarios. On avait des projets, on avait des portefeuilles de projets, et aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la bonne stratégie. On navigue un peu à vue, comme l'a dit Sylvain, on fait un peu comme on peut, d'accord? Mais pour être plus serein, il faut qu'on ait en gros, ça va continuer un peu comme ça, la stratégie c'est celle-là. Si ça se dégrade, les principaux axes à travailler c'est ceux-là. Et si tout compte fait, ça redémarre plus vite,
c'est d'avoir ces axes-là à travailler. Toujours essayer d'avoir un petit coup d'avance pour que quand on voit qu'une hypothèse change, on ne soit pas là et se dire oh, on n'avait pas vu, qu'est-ce qu'on fait? Didier, alors on a parlé de bateau, on a parlé de rail à l'instant. Donc le bateau sur des rails, il faut faire attention à ce que le bateau ne soit pas. Il faut donc visiblement des aiguillages. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question du portefeuille de décision, comme on a des portefeuilles de projets? Oui, oui, c'est très important, effectivement, ne pas se ranger dans sa décision dans une seule perspective, mais bien considérer qu'une décision, c'est un processus et que là, on est sur des processus de décision. Mais l'idée du bateau, effectivement, je voulais rebondir dessus parce que dans la démarche Copernic, il y a une thématique de travail qui s'appelle naviguer entre vision et résultat. Et elle explique bien dans le cadre de cette approche qu'il faut être en fait extrêmement prudent quand on veut fixer un cap, une destination. Il faut être très très prudent par rapport aux résultats initiaux à partir desquels on part. Par exemple, si l'année précédente, l'entreprise a fait des résultats absolument exceptionnels, il peut y avoir paradoxalement un effet myopie. C'est-à-dire que comme on a dégagé énormément de résultats, on se dit allez, on y va, on fonce, on a une stratégie de développement à fond, et puis en fait, ce n'était pas le bon moment. Tout simplement parce que les résultats qu'on pouvait avoir nous orientaient un petit peu notre manière de voir. Et de la même manière, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a probablement des entreprises qui doivent se dire oh là là, en ce moment, c'est zéro chiffre d'affaires depuis un mois, perspective du carnet de commandes au mois de juin, zéro. On ferme tout, on est en mode éco. Bah oui, bien entendu, parce qu'il faut passer ce cap-là. Donc, la problématique de la trésorerie qui était évoquée en début d'émission, elle est fondamentale. On sait bien que dans ces crises majeures, la trésorerie est un enjeu fort. Mais il ne faudrait pas pour autant se dire, parce qu'en ce moment, la situation est relativement bloquée, je m'interdis de faire de la stratégie. Au contraire, il faut que j'en ai plusieurs et que finalement, les résultats négatifs ou moins bons que ce que j'avais prévu là m'empêchent de m'ouvrir à des perspectives. C'est ça qu'on essaye de travailler dans naviguer entre vision et résultat. C'est pas se dire je veux une vision pour mon entreprise et à partir de là, je vais en obtenir des résultats. C'est aussi interagir en se disant attention, quand je pilote, je suis aussi sous l'influence de ce que je viens de vivre les derniers jours. Et donc, je suis jamais complètement objectif. Donc, quand je veux définir un cap ou une stratégie, il faut aussi que j'ai conscience de ce que je viens de vivre ces derniers jours parce que je suis sous influence. Et donc, il faut que je sois prudent par rapport aux décisions que j'ai à prendre. D'où, là encore, le besoin de pouvoir s'entourer des autres pour savoir pour bien s'assurer que la décision qu'on prend, c'est pas une décision qui est absurde. Sylvain, tu voulais tu voulais réagir à ce que disait Didier à l'instant. Oui, ce que disait Didier et Arnaud, parce que je trouve ça intéressant, en fait, la notion qu'ils apportaient, la notion d'agilité. Et je trouve intéressant, si on continue l'idée du bateau, c'est se dire on a fixé une vision, on a fixé un cap, mais effectivement, il y a des paramètres qui changent. Effectivement, la mer peut changer, les vents peuvent tourner. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit suffisamment intelligent pour se dire c'est pas je me suis trompé, c'est que les éléments extérieurs font que mon cap doit changer et il ne faut pas que je reste buté à aller vers ce port-là, parce qu'on a dit qu'on y allait, mais c'est accepté de se dire finalement ça devait être ce port-là. Tous les éléments n'étaient pas en notre possession pour prendre la bonne décision à ce moment-là, et on change de port, on va directement, on va sur ce port-là. En fait, c'est la notion d'agilité que je voulais apporter en complément. Alors, on arrive au bout de cette émission, puisqu'il est 9h29, il nous reste une petite minute. Ce que je voudrais vous demander à chacun, pour finir, c'est en 20 secondes, 30 secondes, une idée force, quelque chose que vous avez envie, un message que vous voulez faire passer à tous ces dirigeants qui nous écoutent et qui se posent plein de questions sur leur activité. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en conclusion de cette émission? Arnaud. Pour rebondir sur ce que disait Sylvain, voilà, soyez agile, n'ayez pas peur. De toute façon, il n'y a personne qui peut vous dire ce qu'il faut faire. C'est parce que vous connaissez votre entreprise, parce que vous connaissez vos clients, parce que vous connaissez vos collaborateurs que vous pouvez bénéficier de ce qu'ils peuvent vous apporter pour vous aider à prendre des bonnes décisions. Et surtout, notez bien les hypothèses et préparez-vous des futurs différents et possibles pour que vous puissiez expliquer éventuellement vos changements de décision. La stratégie, maintenant, c'est plus quelque chose qui doit être une prison à 3 ans. C'est exactement ce que disait Sylvain, c'est d'être capable de détecter que le vent a changé et de revenir vers ces parties prenantes pour expliquer pourquoi on change.
Didier, merci Arnaud et merci de ta présence. Didier, un message de fin pour des dirigeants qui sont dans la tempête et qui cherchent un peu le cap. Un message en 2 citations. Une première d'Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres places sont déjà prises. Et puis Saint-Jean-de-la-Croix, pour aller à un endroit que je ne connais pas, je dois prendre un chemin que je ne connais pas. Beaucoup de sagesse et merci Didier pour ta participation à cette émission. Sylvain, tu vas avoir le mot de la fin. Quel message, toi, dirigeant, tu as envie de faire passer aux autres dirigeants qui, comme toi, se posent beaucoup de questions? Mais ce que j'ai envie de partager, en fait, et ce qui me rassure aussi, c'est de me dire qu'on est tous dans la même tempête. On parlait de tempête. Et finalement, on n'est pas seul dans cette tempête-là. Et je pense que le CJD est un beau mouvement, justement, pour pouvoir écouter, partager. C'est un mouvement aussi avec beaucoup de solidarité. Et donc, ce qui nous rassure, en tout cas, entre dirigeants, jeunes dirigeants, c'est qu'on puisse s'appeler, qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Et c'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit que ces mouvements sont encore plus essentiels à notre quotidien de dirigeants. Merci beaucoup. Vous vous êtes rendu compte, ça fait une heure qu'on discute, un professeur, un consultant, un chef d'entreprise. Je trouve que le mélange des trois donne des choses extrêmement intéressantes. Merci à tous les trois pour votre participation à cette conférence digitale. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Vous pouvez, il y a un replay, donc vous pouvez faire écouter ce programme à vos collaborateurs, à vos pairs, à vos proches, si vous le jugez utile. Donc surtout, n'hésitez pas. On commence la semaine prochaine. On se retrouve mardi à 8h30 pour une prochaine conférence digitale. D'ici là, évidemment, portez-vous bien et prenez soin de vous et de votre entourage et bien sûr de vos collaborateurs. À bientôt.